Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle et cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Ce podcast évoluera dans le temps pour s'adapter autant à mes envies qu'aux nouvelles pratiques ou pour compléter ou mettre à jour des données déjà transmises. Dans un souci pratique, ce podcast est en français, je m'appuie principalement sur ce qui se fait en France et la législation française. Toutefois, je ferai en sorte de transmettre des pratiques nativement universelles car pleines de bon sens et de pragmatisme. Je vous partage mes connaissances et mes expériences pour vous permettre d'évoluer plus sereinement tout en permettant à des talents et des belles histoires d'exister. Ensemble, permettons à ces talents et à ces histoires d'émerger tout en contribuant à une économie plus saine et bienveillante. Ensemble, construisons la production de demain. Dans cet épisode, je vous propose de répondre à une question dont on entend beaucoup parler, c'est quoi la chaîne de valeur de la production ? Pour vous répondre, nous verrons la définition très classique et ensuite je vous expliquerai plus clairement en quoi ça consiste, pourquoi la chaîne de valeur de la production est en plein bouleversement et en constante évolution et pourquoi c'est important de comprendre et de connaître cette schématisation du secteur. La définition. Vous allez voir, c'est plein de bon sens. La chaîne de valeur de la production, c'est une notion essentielle pour comprendre tout le cheminement qui mène une idée à sa forme finale. C'est en quelque sorte le chemin et toutes les étapes qui vont permettre à l'idée d'aboutir à sa forme finale. Cette schématisation s'applique à toutes les industries, y compris à l'industrie du cinéma. La chaîne de valeur dans l'audiovisuel et le cinéma représente donc toutes les étapes de l'idée jusqu'à la commercialisation de la forme finale de l'idée ou la mise en accès au public. C'est une notion que j'ai rapidement introduite dans l'épisode 1 et ici je vais vous la détailler. Comprendre la logique de la chaîne de valeur et les étapes et les actrices, acteurs à chaque étape, cela permet de mieux appréhender son métier et donc les stratégies adaptées au projet que vous produisez. Chaque actrice et acteur de la chaîne de valeur de son secteur d'activité a tout intérêt à comprendre cette notion, pour comprendre les enjeux et les intérêts de chacun selon son positionnement sur la chaîne de valeur. Cela permet entre autres de mieux communiquer, mieux interagir et surtout de pouvoir proposer des accords cohérents à chaque actrice ou acteur qu'on va solliciter pour son projet. Le but est de comprendre comment chacun utilise l'objet du business de la chaîne de valeur pour faire son beurre, son bénéfice, son oseille, sa thune quoi. Tout l'enjeu est donc de comprendre où se situe l'intérêt et la recette potentielle de chaque actrice pour soumettre un accord gagnante-gagnante et savoir quand il est opportun d'aller solliciter tel ou tel partenaire potentiel. Jusque-là, vous me suivez, accrochez-vous, ça va venir, vous inquiétez pas. La chaîne de valeur est donc une schématisation du fonctionnement d'un secteur. On peut détailler toutes les étapes et toutes les actrices nécessaires à la chaîne. Mais ici, nous allons faire simple pour comprendre le principe appliqué au cinéma et à l'audiovisuel. Donc, la chaîne de valeur dans l'audiovisuel et le cinéma. Pour que vous puissiez comprendre où vous vous situez, voici une chaîne de valeur d'un point de vue plutôt humain, c'est-à-dire les gens avec qui vous allez collaborer, les personnes qui interviennent à chaque étape. Avec un petit schéma, c'est quand même toujours plus pratique. Vous aurez votre schéma dans le document à télécharger en lien avec la description du podcast. Donc d'abord, on a le talent, celui qui a l'idée de départ. Et si on faisait un film sur un combat de moustiques ? Ensuite, on a l'intermédiaire. Souvent, c'est un conseiller proche du talent qui craint pour son idée. Pourquoi pas, ton idée de moustique, ça peut être intéressant. On va d'abord la protéger et puis on va chercher un prod. Souvent, ce sont des agents artistiques. Souvent, le talent vit quand même dans une peur qu'on lui prenne son idée, jusqu'à ce qu'il comprenne que le business se fait sur la formalisation de l'idée et pas seulement l'idée en elle-même. Ensuite, l'intermédiaire va faire appel à une productrice, par exemple, pour donner vie à l'idée. Dès cette étape, un accord est discuté sur le pourcentage sur les parts et les rémunérations du talent et de son intermédiaire. Bonjour, voici le talent que je représente, il va coûter tant pour le projet et moi évidemment je prends 10% de tout.
Ensuite, ce sont les diffuseurs, ce sont les écrans, les chaînes de télévision, pour faire court, qui vont préacheter ou acheter une idée formalisée. Le préachat intervient quand le projet n'est pas encore fabriqué et que le diffuseur contribue au financement. Nous parlons d'achat quand le projet est déjà fabriqué et ensuite acheté pour être diffusé. Est-ce que vous avez pensé à vérifier notre ligne éditoriale avant de nous soumettre votre projet? Il faut que ça rentre dans la case. Le principal financeur du cinéma, ce sont les chaînes de télévision. Gardez ça en tête et ça explique beaucoup de choses. Ensuite, on a les distributeurs qui sont en charge de la circulation du projet en complément des télévisions. Ils prennent en charge le challenge de vendre le projet au cinéma, c'est-à-dire les exploitants, et aussi aux plateformes. La sortie en salle de cinéma distingue les téléfilms du film de cinéma, théoriquement. Je dis théoriquement parce qu'aujourd'hui la qualité télé est quand même très proche, voire identique à celle du cinéma. Je vais faire une analyse poussée auprès du public pour voir si votre projet peut lui plaire et je reviens vers vous très rapidement. Ensuite, on a le distributeur international qui revend le programme à l'étranger en dehors des territoires alloués aux diffuseurs et aux distributeurs locaux, c'est-à-dire du pays du producteur de l'œuvre. Locaux, local, ça veut dire généralement sur le territoire d'où vient l'œuvre. Bonjour, on adore votre projet, on pense qu'il se revendra superbement bien en absurdie, est-ce que vous avez les droits disponibles? Vient enfin l'exploitation et la diffusion du programme. Ce sont alors les chargés d'exploitation et de distribution qui vont mettre le programme dans les grilles de télévision, des écrans de cinéma, des plateformes, etc. pour qu'il soit accessible au public. Oui, on a trouvé une case pour votre projet le mardi à minuit 30 en plein mois de juillet. Et enfin, tout au bout de la chaîne de valeur, on trouve le public qui profite de la mise à disposition du programme, soit en salle, soit en télévision, soit sur des plateformes ou encore en DVD, le temps que ça existe encore. Mais on peut voir le film où? Un schéma pour récapituler tout ça, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Je vous invite à le consulter dans le document à télécharger en description du podcast. Maintenant, on va parler de l'enjeu des actrices sur la chaîne de valeur. Tout l'enjeu des acteurs et des actrices de bout de chaîne, c'est de remonter au maximum la chaîne de valeur pour contrôler l'artistique, mais surtout percevoir et contrôler au maximum la redistribution des recettes. C'est ce que font très bien les plateformes par exemple, et c'est clairement le chemin des diffuseurs et de pas mal de distributeurs aussi, en faisant travailler leurs producteurs et leurs auteurs. Ce qui détermine la chaîne de valeur d'un secteur, c'est l'objet du business du secteur. Le cœur du business de la chaîne de valeur dans l'audiovisuel ou le cinéma, c'est le contenu, le programme ou les programmes, le vidéogramme pour utiliser un terme beaucoup plus contractuel. C'est pourquoi tout l'enjeu des actrices est de contrôler au maximum les différents maillons de la chaîne. Ce contrôle de valeur sur le contenu et les retombées financières qui vont avec se fait par des contrats. Pour établir le bon contrat, acter un accord cohérent et intelligent, mieux vaut comprendre avec quelle actrice de la chaîne vous contractualisez. Le contrat entre la production et les créateurs-auteurs sera bien sûr différent du contrat entre la production et la production et la distribution et l'exploitation, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert sur toute la chaîne de valeur pour en être un bon garant de votre partie. Mais c'est important de comprendre la réalité économique de chaque maillon pour entrer dans des accords sains avec toutes et tous. Enfin, ce n'est que mon avis, mon point de vue, mais bien sûr tout est possible, hein, n'oubliez pas. Donc l'intérêt de comprendre la chaîne de valeur de la production. De notre point de vue, donc du point de vue de la production, l'important c'est de comprendre le positionnement de la production sur la chaîne de valeur et l'évolution possible. Cela permettra d'avoir des accords plus sains, plus stables et surtout plus durables. Pour cela, pas de secret et 2 points essentiels. 1. Comprendre votre positionnement et votre rôle principal dans la chaîne, ou bien le redéfinir de façon cohérente si vous avez une idée d'évolution du métier. La production reste aussi un métier créatif en ce sens que nous devons sans cesse trouver des solutions adaptées et des approches différentes des partenaires potentiels. 2. Bien choisir ses partenaires, c'est-à-dire les bonnes collaborations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chaque personne a son style, ses valeurs, prenez le temps de choisir ceux avec qui vous vous sentez pouvoir travailler sereinement. Vous le saurez assez rapidement, mais faites aussi confiance à votre instinct. La chaîne de valeur aujourd'hui. Vous comprenez qu'actuellement tout est bousculé en continu. Les facteurs principaux de la transformation de la chaîne de valeur sont les nouveaux modes de consommation via la multiplication des écrans diffuseurs de contenu. Et depuis peu, la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences économiques lourdes accentuent cette mutation de la consommation des contenus. Avec l'arrivée d'Internet et du streaming, cela a permis d'agrandir les zones d'accessibilité d'un programme. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est le niveau technologique des écrans. Aujourd'hui, le rendu écran
écran télé est bien égal à celui du cinéma et le niveau rendu écran des smartphones est quasiment irréprochable et ne cesse de s'améliorer. En plus, on peut stocker de plus en plus de données et donc de vidéos. Cela a aussi pour impact la disparition progressive des supports physiques des contenus. Les ventes de DVD chutent toujours et le Blu-ray est destiné à disparaître. Mais ce qui a vraiment bouleversé le système de la chaîne de valeur, c'est l'arrivée des grandes plateformes de streaming que nous connaissons tous. Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, etc. Mais on peut aussi ajouter YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook et TikTok. Sans oublier Salto, lancé par France Télévisions. Toutes ces plateformes accueillent et diffusent du contenu vidéo, mais pas seulement, elles en produisent aussi. Ce contenu vidéo peut clairement être une production de fiction conçue avec autant de professionnalisme et de rigueur qu'une série télé ou qu'un film de cinéma. Cette nouvelle production de contenu génère une nouvelle chaîne de valeur de l'industrie. Et le gros avantage comparé au cinéma et aux chaînes de télévision privées, qui avaient souvent l'exclusivité des gros programmes, que ce soit des films ou des séries d'ailleurs, c'est le prix d'accès pour le public. Le coût d'accès pour le public à ces plateformes est bien moins coûteux qu'un billet de cinéma ou un abonnement à une ou plusieurs des chaînes de télévision privées type Canal+ ou OCS en France par exemple. Certaines plateformes sont même totalement gratuites, comme YouTube ou Vimeo. Même si YouTube a sorti son accès premium pour délivrer et donner accès à du contenu original et exclusif, théoriquement et pratiquement, les créateurs de contenu peuvent toujours choisir de diffuser leur contenu en direct sur ces plateformes d'accès gratuit au public. Alors la question à 1000 deniers, vous la voyez venir? Pourquoi continuer d'aller au cinéma? Donc la valeur du cinéma dans la chaîne de valeur de la production. Eh bien écoutez, c'est une bonne question. Les exploitants et les distributeurs ont voulu plus de droits de regard sur les contenus et l'artistique pour faire venir le public en salle. Et faire au mieux pour garder une économie au moins stable et qui puisse continuer d'évoluer. C'est toute la stratégie de remonter la chaîne de valeur pour gérer l'artistique et donc contrôler au mieux le potentiel de recettes. Et pourtant, les sorties salles sont de plus en plus décevantes et perdent clairement en force comparé à ce qu'on peut découvrir sur les fameuses plateformes, principalement américaines pour l'instant. En tout cas, même si le cinéma existe encore, que des salles continuent de se construire, le système imposé par les grandes exploitations doit sans doute encore évoluer pour retrouver un équilibre entre la qualité du contenu, un business sain et un public satisfait. Public qui est donc bien le client final, même s'il n'a aucun regard sur l'artistique, mais qu'il communique en direct avec les exploitants et les diffuseurs qui affirment connaître leurs désirs cinématographiques les plus fous. De mon point de vue, l'expérience cinéma peut encore être totalement pertinente. C'est sans doute pour cela que le cinéma existera encore et toujours. L'expérience émotionnelle de la salle est réelle et fera toujours sens. Par contre, il est vrai qu'on laisse très peu de chance à des contenus innovants et pertinents d'être vus en salle et expérimentés en salle de cinéma. Et c'est ça qui est dommage et qui pourrait pourtant créer la surprise. La surprise, c'est d'allier à la fois la qualité, l'audace, la satisfaction publique et de trouver ainsi un équilibre économique. Mais aujourd'hui, très peu de chance est laissée à l'inconnu, c'est-à-dire au nom de créatrices ou de créateurs que le distributeur ne connaît pas. Quasiment aucune d'ailleurs, ce qui explique la consanguinité croissante des contenus diffusés en salle et préachetés par les diffuseurs et diffusés par les exploitants. Dans cette industrie, comme dans d'autres industries culturelles, nous sommes sur des biens d'expérience. Seule l'expérience de consommation de ce bien permet d'en déterminer sa valeur et sa chance de réussite. Ce qui légitime l'envie d'avoir un regard sur l'artistique. Mais bien souvent, cela va affaiblir, voire même détruire un projet artistique. Trop de compromis appauvrissent souvent le projet. Et souvent, les requêtes n'apportent rien au projet, mais servent simplement à faire plaisir aux égos de certains financeurs pour obtenir leur financement. Allez, juste pour le plaisir, je vais vous donner plein d'exemples de petites phrases que j'ai eu la chance d'entendre de vive voix ou de recevoir par mail, et c'est vraiment savoureux. C'est génial, c'est vraiment original, on a adoré l'histoire et ce personnage, il est vraiment extraordinaire, mais on l'a jamais fait, on va pas le faire. On connaît pas l'auteur, donc on peut pas le financer. Non, ce genre d'histoire, c'est vraiment pour un public de niche qui ne va pas au cinéma. Donc on peut vraiment pas le prendre. On n'a jamais travaillé avec vous encore et on travaille que avec des productrices qu'on connaît déjà. Désolée. Il y a encore plein de petites phrases comme ça qui sont véridiques, plus vraies que nature, qui sont très récurrentes. Ces petites phrases, ça vous permet quand même une chose, c'est de travailler chaque jour un peu plus votre résilience. Donc aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière, la chaîne de valeur a toujours un sens, parce que cela permet de comprendre les corps de métier des maillons avec lesquels il faut collaborer pour la production d'une œuvre. Concrètement, aujourd'hui, tout le monde peut faire du direct au public. La problématique, c'est comment on en vit, comment cela peut devenir viable et pourquoi pas rentable économiquement. Voilà, la question est posée, vous avez 4 heures. Bon courage. Conclusion.
Pour conclure ce numéro sur la chaîne de valeur de la production, je vous rappelle rapidement la définition simple pour comprendre pourquoi certaines personnes l'évoquent en rendez-vous, en conférence, pour briller un petit peu plus devant son public. La chaîne de valeur de la production, c'est une schématisation du fonctionnement d'un secteur qui permet de comprendre quelles sont les actrices et les acteurs nécessaires au business du secteur. Ici, le contenu audiovisuel ou cinéma, le vidéogramme. C'est une vision globale du fonctionnement de l'industrie du cinéma ou de la télé en contenu de fiction. Comprendre cette schématisation, c'est super, savoir s'en détacher pour s'adapter et trouver votre voie, c'est pas mal, et pourquoi pas proposer un nouveau système plus juste pour tous, ce serait génial. Alors faites-vous confiance, imaginez votre façon de produire sans vous mettre en danger et sans mettre en danger vos partenaires potentiels sur toute la chaîne, et vous pourrez produire les programmes que je dévorerai avec plaisir demain. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode, j'espère que cela vous a éclairé. Vous pouvez télécharger le résumé de l'épisode et le schéma récapitulatif avec les liens en description du podcast. Pensez à liker, à partager, à commenter positivement et à relayer ce podcast à ceux qui pourraient en avoir besoin. Amusez-vous dans ce que vous faites et à bientôt pour le prochain numéro. Ciao!